Eh bien, merci de votre accueil. Excuse-moi, Daniel, d'avoir un peu désorganisé ton intervention. Je te dis toute la chaleur de notre affection. De chaleur, il y en a beaucoup aujourd'hui. Hein. Bon, on a un peu plus de temps que d'habitude, pour la raison que l'ordre médiatique règne. Et comme vous le savez, hier, vous avez pu avoir peur toute la journée des terroristes pour vos retours de vacances. Et heureusement, il y avait le discours non-stop retransmis de Madame Le Pen. Le mien ne sera pas retransmis, c'est ce qu'a décidé la chaîne socialiste de l'Assemblée nationale, pour la première fois depuis 6 ans. Depuis la nomination de son nouveau rédacteur en chef, Madame Marie-Ève Malouine, nous sommes privés d'expression à la fin de notre université d'été. Celle-ci est réservée à l'UMP et au Parti socialiste, puisqu'il faut bien que le monde reste le monde. Voilà. Je vous demande d'exprimer en tant que citoyen qui êtes propriétaire de cette chaîne votre indignation par les réseaux sociaux et par les moyens qui vous conviennent pour exercer la pression maximum pour que ces faquins sachent que lorsqu'ils nous insultent et nous ferment la bouche, néanmoins, nous sommes en état de riposter. Il est fini le temps où ils dominaient tout. Les réseaux sociaux, l'Internet et les chaînes privées sont notre liberté. Alors, je commence une université d'été, on m'a demandé de la conclure, ce remue-ménage, et j'ai l'honneur, je ne sais pas si c'est un honneur très enviable, de fournir les moyens de ce que l'on appelle en littérature une antonomase. La mélenchonisation, c'est une antonomase en littérature. Alors, je n'ai qu'une chose à dire sur le sujet. Tout organisme de gauche, ou qui se veut tel, atteint de macronite est promis à la mélenchonisation qui a la réaction de l'organisme sain pour conserver son identité. Tout à l'heure, on a dit que les députés socialistes, les députés du PS, finiraient à Pôle emploi. S'ils y vont, c'est parce qu'ils n'ont pas pensé à temps à ceux qui s'y trouvaient déjà. Je les invite non pas à venir à des théories de gauche, mais pourquoi pas un peu à John Rawls et à la théorie de la justice. Quand on prend une décision, on ne peut pas toujours savoir quelle sera la portée maximale de son effet. Alors, il faut imaginer que cette décision doit être prise en fonction de celui qui serait le moins servi par cette décision, comme si c'était pour soi-même. Telle est la manière de percer le voile qui pèse sur le futur. Face au voile qui pèse sur le futur, nous prenons le parti des pauvres, nous prenons le parti des exploités, nous prenons le parti des humiliés, pas seulement parce que nous avons un cœur d'être humain, mais parce que c'est la raison qui nous conduit à choisir le camp de la pauvreté contre le camp des égoïsmes et des intérêts particuliers. Ici, on a eu une belle université d'été. Quel moment fort de voir cet homme jeune de 28 ans, Luka Mesek, président du groupe parlementaire de Slovénie de la Gauche Unie. Ils sont 6, il est leur président. La lutte continue, les enquêtes lui donnent 17%. Quand est-ce qu'on va me dire sur un plateau de télévision, mais pourquoi ne faites-vous pas comme Luka Mesek? Mais si nous faisons comme Luka Mesek, nous nous battons. Et nous n'attendons pas d'avoir la certitude de la victoire pour nous battre. Les chemins de crête ne nous font pas peur, ce sont les moins fréquentés et donc souvent les plus rapides. Quel honneur de recevoir Sebahat Tunsel, la coprésidente du HDP en Turquie, et d'épouser avec elle la cause de la laïcité, du féminisme, de la démocratie, contre Erdogan qu'on nous avait présenté comme un islamiste modéré. Il n'y a pas de fasciste modéré. Eh bien, oui, j'ai dit l'ordre médiatique règne. Nous sommes dans cette phase étrange qui aurait fait sans doute achever George Orwell. Relisez 1984 pour ceux qui ne l'ont pas lu. C'était l'époque où le ministère de la guerre s'appelait le ministère de l'amour et où le ministère du chômage s'appelle le ministère du travail, comme aujourd'hui. Le vol des mots, leur falsification, c'est une manière d'empêcher de penser, mes amis.
Pour penser, il faut discerner. Pour discerner, il faut des mots. Et les mots, il faut les organiser. Il faut une syntaxe, une grammaire, une précision. Si l'on vous vole les mots, si l'on truque la syntaxe, vous ne pouvez plus penser. C'est à quoi il s'acharne ainsi avec le dernier avatar de ce pauvre Sapir qui ne trouve rien de mieux à faire que d'aller ressortir de sa boîte Madame Le Pen pour nous suggérer je ne sais quelle invraisemblable coalition de ceux qui, paraît-il, se réclament de la souveraineté nationale. Et vous voyez aussitôt glapir tous les médiacrates qui sont tellement contents d'avoir enfin quelque chose à dire, puisque en matière d'Europe, ils n'ont plus rien à dire d'autre qu'à nous servir les souffrances sans fin de ceux qui sont enchaînés à payer les dettes, puisque c'est ça leur rêve européen, puisque quand François Hollande se lève le matin et qu'il a fait un beau rêve, il vous propose un gouvernement économique de la zone euro. Pour idéal, et élevez vos cœurs et vos esprits. Comme ils n'ont plus rien à dire, alors ils inventent une fois de plus un monstre qui devrait vous repousser. Ce serait cette conjonction. Comme s'il n'y avait pas une vérité plus forte qui s'impose à l'esprit de tous. Cette conjonction n'aura jamais lieu. En tout cas, jamais avec nous, ni aujourd'hui, ni demain, ni jamais. Car la patrie républicaine dont nous nous inspirons, c'est une patrie qui a l'humanité tout entière comme objectif. La nation que nous voulons, c'est la nation universaliste. Et la cause que nous servons, c'est celle de l'intérêt général humain. Et l'intérêt général humain s'applique à tous les hommes, à toutes les femmes, quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit leur religion, ce qui est le contraire de ce que raconte Madame Le Pen et les autres fascistes. Honte à ceux qui essayent de nous embrigader de cette façon dans un camp qui n'est pas le nôtre. Bon, c'était une université tranquille. Je suis arrivé vendredi. Je suis allé au CNES. Et je remercie mes camarades. Manu, le Haut-Garonnais, Guillaume, que vous avez entendu tout à l'heure, l'Aveyronais, Manon, l'Audoise. Nous marchions sur le bord du canal du Midi, sous les platanes. La chaleur montait du sol autant qu'elle descendait du ciel. Et je pensais à ce beau tableau que j'ai vu une fois où l'on voit Jaurès, vous voyez comme je suis prétentieux, mais c'était Guillaume Jaurès. On le voit, et je l'ai vu en Argentine, parce que c'est un peintre argentin qui a fait ce tableau où l'on voit le grand Jaurès se promener sur les bords du canal. Je pensais à ce qu'il disait sur la place de l'intelligence, de l'éducation dans la vie des sociétés humaines. Quand je suis arrivé au CNES, quelle émotion, quelle joie. Je suppose qu'il y en a d'autres qui sont comme moi ici. On est entré dans la salle d'où l'on surveille chaque jour les travaux de Curiosity, le satellite où les Américains ont fourni la caisse et les roues, et nous, les laboratoires embarqués. Et on suit les travaux chaque jour qui se font là, et depuis le centre de Toulouse, on contrôle où l'on va tirer le rayon laser pour surveiller, etc., etc. Je pensais à une lecture de jeunesse, les chroniques martiennes de Ray Bradbury. N'est-ce pas? Je pose la question, qui a lu les chroniques martiennes de Ray Bradbury? Tous les scientifiques lèvent la main. Et dans cette salle, combien? Voyons, ça fait du monde qui doit le lire. Rêvez, mes camarades, rêvez, mes amis. C'est le chemin qui vous conduit vers la science, vers l'espérance, vers le dépassement de soi-même. Si bien que je passe de cette salle, bon, Mars et la planète rouge, on ne peut pas s'empêcher de faire des blagues, mais il paraît qu'il y fait horriblement froid, donc ce n'est pas un endroit pour moi. Et ensuite, on va dans une autre salle tout aussi merveilleuse, c'est celle où l'on contrôle directement depuis Toulouse, qui est la capitale spatiale de l'Europe, comme vous le savez, puisque les 2/3 des effectifs de l'industrie spatiale européenne se trouvent ici, et des centres de recherche, et que, au fond, ce sont les Français qui ont lancé ces grands projets. Eh bien, c'est la salle où l'on contrôle la sonde Philae. C'est extraordinaire, vous avez ces hommes, ces femmes qui sont là et qui décident chaque jour ce que l'on va observer sur la comète Chury. Magie de l'intelligence, prouesse du savoir. Tout ça a commencé, il y a bien longtemps, parce que le gouvernement français a dit que, compte tenu de ce qu'atelier qu'il se faisait de la France devait ouvrir les chemins vers les étoiles. C'était l'État, pas l'entreprise privée. C'était l'État qui l'a voulu. Et au nom d'une idée qui était que, de tout temps, la France ne peut se définir que dans cette vocation universelle au service de l'humanité. J'admets qu'il y ait d'autres définitions de la France, il y en a toujours eu. Elles sont concurrentes.
Mais laissez-nous faire vivre la nôtre, la faire comprendre, et, en le faisant, de prendre l'idée de la patrie républicaine comme un des éléments de la stratégie révolutionnaire du XXIe siècle. Voyez-vous, quand je voyais tout ça, je me dis, voici mon pays qui est la deuxième puissance au monde pour ce qui est de l'effort individuel pour la participation au développement de l'industrie spatiale. Le deuxième pays au monde, nous, Français. Je vois que nous sommes les premiers en Europe capables de faire un engin spatial d'un bout à l'autre, de la fusée jusqu'au satellite, avec tous les moteurs intermédiaires et tous les appareils de mesure et de calcul, plus l'idée des recherches qu'il faut faire. L'interstellaire est aussi un futur immédiat, car le futur dans ces domaines se conjugue sur la longue durée. Et la longue durée, c'est le fait de l'État et des collectifs humains. Le court terme, c'est le fait du capitalisme. J'y reviens dans un instant, mais quoi? Quand j'apprends que le gouvernement valse, après avoir vendu les chars Leclerc aux Allemands, ce qu'on peut comprendre. Si, après avoir offert la moitié de l'industrie aéronautique à qui voulait la prendre, par-dessus le marché, a décidé de privatiser les parts du CNES dans l'entreprise qui fait les tirs spatiaux, de sorte que ce qui était entièrement public hier, aujourd'hui est entièrement privé, alors que c'est la société, les citoyens, nous tous, l'intelligence collective, qui avons tout inventé, tout payé, tout financé, et que la grandeur de notre savoir-faire va s'évaporer dans les mains mesquines et cupides des faiseurs d'argent. Ah, quand je regarde Philae, je me dis, pah, et Rosetta, si c'était Hollande qui avait dû lancer la fusée, elle serait encore au sol parce qu'il aurait réussi à fâcher les moteurs avec le satellite et brouiller le message. Ah! Si c'était les médias qui devaient éclairer le chemin, ils se seraient précipités sur le soleil, ils n'auraient pas vu la comète. Ou si c'était Bercy et ses plans d'ajustement structurel, ils auraient vendu la sonde avant qu'elle parte. Et aussi la météorite avec un marchand de glace, puisqu'il paraît que c'est que de la glace. Et si c'était un capitaliste, la sonde ne serait même pas partie. Parce qu'aucun capitaliste ne fait un investissement à 20 ans où on décide de prendre sa pelote basque, de lancer la balle à 600 millions de kilomètres, qui fait un trajet pendant 10 ans, et ensuite se pose sur une patate difforme à un endroit qu'on a calculé depuis la Terre, uniquement pour mesurer la taille que ça fait. Mais c'est des savoirs abstraits que procède l'intelligence humaine. Tirons les leçons de tout cela. Voyez le contraste entre cette intelligence, cette capacité de l'humanité à avancer, et la froide barbarie d'un monde livré à l'aveuglement des mouvements erratiques de capitaux dont plus personne ne sait à qui ils profitent réellement, puisque la masse qui s'en accumule ne trouve même plus d'emploi, et qu'ils peuvent perdre 3200 milliards d'euros en une semaine, c'est-à-dire 10 fois la dette totale de la Grèce pendant 30 ans, sans qu'ils trouvent ça anormal, et que des milliers et des milliers d'heures d'efforts, de travail soient réduites à néant dans un jeu qui est absolument vide de sens et où ils calculent non pas la position de Philae sur Rosetta à la milliseconde, mais la valeur des marchés, comme si les choses pouvaient avoir une valeur différente chaque milliseconde. Système totalement barbare, sauvage, système dans lequel on ne peut pas comprendre que la bonne manière d'arrêter qu'il arrive des milliers et des milliers de gens par l'immigration sur nos sols, ce n'est pas de les empêcher d'arriver, c'est de les empêcher de partir. Et en les empêchant de partir, ça veut dire arrêter la politique criminelle qui ruine leur pays et qui les pousse hors de chez eux. Et que Mme Merkel n'ait trouvé comme réponse à ces mouvements de population que l'organisation de camps de transit est absolument pitoyable et montre le manque d'imagination. C'est une honte, c'est notre honte, et tout ça pourrait s'arrêter si l'on arrêtait la logique productiviste, si l'on arrêtait le libre-échange qui ruine la planète,
désorganise les agricultures traditionnelles et pousse des milliers de gens dans la famine, et tous ceux qui aujourd'hui sont chassés par la guerre, un record historique, puisque nous atteignons des records depuis la Deuxième Guerre mondiale de mouvements migratoires. À ces mouvements migratoires, lancés par l'économie, lancés par la guerre, vont s'ajouter bientôt les mouvements migratoires qui résultent du dérèglement climatique. C'est pourquoi, après être passé de 260 000 migrants en 2010 sur nos frontières, on est arrivé en 626 000 en 2014, et en 2015, on prévoit qu'il y en aura 1 800 000. Et l'ONU prévoit que l'on va passer à 250 millions de personnes qui vont se déplacer pour fuir les dérèglements climatiques qui ruinent leur agriculture et leur vie commune. Face à tout cela, ça ne peut pas être le chacun pour soi, ça ne peut pas être l'industrie capitaliste et le marché qui n'aura comme réponse à tout cela qu'augmenter le nombre de bouées de sauvetage ou baisser le prix des transports pour que les gens arrivent plus vite. Tout ça montre l'aberration de ce système. Et pourtant, nous sommes capables de décisions rationnelles. Et pourtant, nous sommes capables de décisions de long terme. La preuve Philae, la preuve Rosetta, oui, nous en sommes capables. Nous sommes capables d'intelligence, de discernement. Nous sommes capables de ne pas nous laisser saouler par la dénonciation que le système fait. Et il a raison. Des 15-20 décapitations monstrueuses à laquelle procèdent les fascistes de Daesh, mais qui en même temps tiennent un gros couvercle sur les 110 décapitations légales auxquelles a procédé l'Arabie Saoudite, parce qu'on leur vend du matériel aux princes. Oui, nous sommes capables de faire face à la crise qui s'annonce avec le dérèglement climatique, mais il faut se dépêcher. Mes amis, l'événement extraordinaire en mer, il y a à peine quelques années, c'était des vagues de 20 mètres. L'événement extraordinaire courant aujourd'hui, ce sont des vagues de 40 mètres. Que vous le vouliez ou non, le niveau des eaux monte. Et le niveau des eaux qui monte est promis à monter de 6 mètres d'ici 2050, ce qui est à portée d'horizon humain. À 1,70 m de montée, la centrale nucléaire de Blaye est noyée. C'est la raison pour laquelle il faut à la fois s'organiser rapidement pour la sortie du nucléaire, mais enfin s'organiser tous pour faire face à la catastrophe qui s'avance. Et ça, ce sont les solutions du collectif. La préoccupation de l'humain d'abord, qui nous permet de comprendre et de trouver notre chemin dans le fouillis des événements, pas chacun pour soi et le marché pour tous, cela ne réglera rien. Tirons les leçons. Pour avoir envie de faire Curiosity, il fallait avoir lu Bradbury. Pour lire Bradbury, il faut avoir le goût de lire. Pour avoir le goût de lire, il faut aller à l'école. L'école, l'éducation est la ressource numéro 1 des êtres humains. L'école, l'éducation est le principal trésor dont nous jouissons dans notre pays. C'est elle qu'il faut à tout prix, en toutes circonstances, quoi qu'il arrive, protéger précieusement, car qui détruit l'école gâche les vies des jeunes gens qui s'y trouvent ou qui devraient s'y trouver. On gâche des vies en ce moment. Menteur, François Hollande. Menteuse, Najat Belkacem. Vous mentez, vous n'avez pas créé 4000 postes sur les 60 000 promis. Et quand vous nous dites que vous avez 30 000 stagiaires et que ça vaut la moitié du chemin, vous êtes des menteurs. Parce que les 30 000 stagiaires ne font qu'un tiers de leur temps dans les salles de classe. Ce sont des stagiaires, ils apprennent et ils vont remplacer les professeurs qui partent à la retraite. Menteurs! 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 C'est le règne du mensonge, des mots piégés. Voilà, l'école. Ensuite, l'État. Oui, l'État, un État ouvert, un État renouvelé, un État réorienté, mais l'État, maître du temps long, l'État qui parfois se trompe, bien sûr, et plante des sapins pour la marine nationale que l'on trouve dans la forêt de Joux, dans le Jura, et qui ont 300 ans, parce que Colbert n'imaginait pas qu'on voyagerait sur la mer sans bateau en bois, mais qui souvent ne se trompe pas, car c'est lui qui a organisé la massification de l'enseignement, c'est lui qui a organisé l'industrie spatiale, c'est lui qui a organisé tout ce qui est du domaine du temps long.
La lutte politique écologique se confond avec la reconquête du temps long par la société tout entière. La lutte implacable contre la domination du temps court, qui est celui de l'actionnaire, du profit, de la jouissance immédiate, de la pulsion contre l'émotion, de l'émotion contre la raison. Voilà quelle est la cause anthropologique que mène notre camp, qui n'est pas seulement le camp de telle ou telle classe, qui n'est pas seulement le camp de tel ou tel parti, mais encore une fois, je le redis, celui de l'intérêt général humain et du seul écosystème compatible avec sa survie. Enfin, la troisième et dernière leçon, c'est la volonté politique. Camarades, amis, je sais combien de fois vous avez regardé avec le sourire. Quand je vous disais, bien sûr, un combat est collectif, mais vous, hommes, femmes, ici dans cette salle, vous avez tous connu cette situation où le combat collectif est qu'à un moment donné, c'est toi qui dois marcher devant parce que les autres te confient la parole. Et qu'à ce moment-là, tout est dans l'énergie que tu es capable de contenir et d'avoir construit en toi-même, la fermeté de ton caractère et de ton cœur. Parce que si tu as un cœur de lapin, tu vas céder. Et si tu as l'habitude de balbutier des soupirs de bedeau, tu vas céder. Il faut se transformer soi-même, se mettre en progrès pour être capable de résister et de tenir tête. Le caractère, la volonté politique repose sur le caractère et le caractère sur l'éducation. L'éducation et la préparation. On ne peut pas tenir face à des adversaires comme ceux que l'on a si l'on n'est pas prêt à aller jusqu'au bout d'une démarche, jusqu'au bout d'un rapport de force. Parce que quand il sait que vous êtes prêt à aller au bout d'un rapport de force, alors il commence à négocier sérieusement. Voilà pourquoi il y a un lien absolu, total, entre la bataille pour l'indépendance de la France et la volonté de construire une Union européenne qui ne soit pas la prison des peuples qu'elle est aujourd'hui. L'indépendance, c'est l'autre mot de la démocratie. On ne peut dire qu'une décision est libre que si elle est prise librement. Or, les décisions actuelles ne sont plus prises librement, et on vous l'a dit. Vous ne pouvez pas dire que vous ne savez pas. Juncker a dit il n'y a pas de décision démocratique contre les traités européens. Vous êtes donc prévenus, votre pays n'est plus un pays libre, ce qui signifie que votre décision n'est plus une décision libre. À l'inverse, vous avez voté pour la renégociation des traités budgétaires, qui sont les verrous ultimes de l'ordolibéralisme voulu par le gouvernement allemand. Vous avez voté pour ça parce que, pas vous ici, mais combien d'autres, se sont dit Hollande va le faire. Ils n'avaient pas vu le cœur de lapin. Eh bien, celui-ci, du jour au lendemain, arrivé au pouvoir, se dessèche de dire « Mais pourquoi vais-je prendre le moindre risque que Mme Merkel fasse le sale boulot avec lequel nous sommes d'accord ?» Car bien sûr, dans cette affaire, si nous disons souvent le gouvernement allemand, les Allemands, parce qu'il faut faire plus court, quoique les malheureux pâtissent davantage que nous de la situation qui est faite, et que forcément ce seront les peuples allemands et français ensemble qui vont chercher à se débarrasser de l'oligarchie. Et ce n'est pas pour rien que nous marchions la main dans la main avec Oscar Lafontaine, contrairement à tous les benets qui nous traitent de germanophobes. Mais si nous disons les Allemands, Mme Merkel, nous savons très bien que tous les autres sont d'accord, que tous les autres la laissent faire. Et même mieux, c'est eux qui jouent la musique du serpent K, qui tournent autour des rebelles pour leur dire « Ne t'inquiète pas, on va t'en sortir, tu pourras te pendre toi-même grâce à l'euro, ne t'inquiète pas, ta souveraineté personnelle pour le suicide politique est garantie. » Voilà ce qu'il a fait au lieu d'aider bravement. Et quand nous parlons avec le camarade Varoufakis et les autres, tous nous disent la même chose. La France a failli, elle n'a pas été du côté où elle devait être. Et nous pouvons avoir la fierté de dire qu'à la première alerte, nous avons sonné l'alarme. Rappelez-vous, mes camarades et mes amis, quand le coup a été fait à Chypre, le même que celui qui a été fait à la Grèce, nous avons dit à l'époque, attention, si vous laissez faire une fois, ils le feront à d'autres. C'est-à-dire couper les liquidités, retirer le moindre billet, la moindre pièce de monnaie qui n'est plus en circulation pour asphyxier une économie. Et déjà, cette fois-là, avec une mitraillette sur la tempe, ils ont obtenu du Parlement chypriote, où il n'y avait pas un seul député prêt à voter le mémorandum exigé par la Troïka. Ils ont obtenu un vote unanime de ce Parlement pour capituler. Déjà, nous avions lancé l'alarme, on a dit « Vous êtes des exagérés ». Et mon camarade François Delapierre, paix à ses cendres, avait dit que c'était un salopard que le Français qui signait une chose pareille, pourquoi elle fut traînée dans la boue. Et moi, parce que j'avais dit
que Moscovici ne parlait plus la langue des Français, mais la langue de la finance internationale, des obsessionnels avaient déduit de cela que j'étais devenu antisémite. Ce qui, quand même, en disait beaucoup sur leur inconscient à eux, davantage que sur ce que je disais moi-même. Alors, oui, la question de l'indépendance est devenue l'autre nom de la souveraineté populaire, ou de la souveraineté nationale, puisque la souveraineté populaire s'exerce aujourd'hui dans le cadre des institutions et de l'organisation de la démocratie dans chaque pays. Si je fais cette clarification des mots, c'est pour qu'on ne les utilise pas contre nous à mauvais escient. Souveraineté nationale dans notre bouche veut dire souveraineté populaire. Souveraineté populaire pour nous veut dire démocratie et république, c'est-à-dire un endroit où chaque personne majeure est appelée à dire non ce qui est bon pour elle, mais ce qui est bon pour tous, et qui s'appelle la République. Voilà ce que nous voulons dire. Mais on ne passera pas à côté de la question de l'indépendance. L'indépendance, c'est la capacité de dire oui, mais c'est aussi la capacité de dire non. Et nous ne sommes plus une nation indépendante. Nous sommes donc les champions d'un nouvel indépendantisme français. Non pas pour qu'il soit français, mais pour qu'il soit universel. L'alliance des peuples ne peut être qu'une alliance libre, librement consentie et non pas forcée et obligée par des règlements et un traité budgétaire qui humilient les peuples et les condamne à une souffrance sans fin qui n'a aucune espèce de signification économique. J'y reviens, je suis obligé d'y revenir. Voyez comment ils ont poussé des cris d'égorgés pour 320 milliards dus par la Grèce sur 30 ans ou 40 ans. Et comment ils considèrent qu'il est normal de perdre 3400 milliards, 3200 milliards dans des jeux de bourse en Chine. Comment ils peuvent, sur la planète entière, perdre en une journée l'équivalent du total de cette dette de la Grèce, sans qu'un seul d'entre eux pense à s'émouvoir ou à trouver que c'est un système scandaleux. Et ainsi de suite. Comment peuvent-ils pousser de tels cris contre la Grèce qui ne veut pas payer et trouver le moyen de réduire de 40% la dette de l'Ukraine, composée par un gouvernement dans lequel il y a des nazis et dont l'objectif essentiel est d'organiser et de déclencher une guerre avec les Russes? Comment peuvent-ils avoir cette impudence, sinon que parce qu'ils réussissent à ce qu'on n'en parle jamais, à ce que les choses soient présentées dans un éternel Disneyland avec des gentils et des méchants, qui d'ailleurs des fois changent de rôle, si bien qu'un jour on fournit des armes à Daesh pour combattre Al-Assad, et le lendemain on les combat parce qu'ils sont passés du statut de très gentils à très démoniaques d'un jour sur l'autre. Mais les armes avec lesquelles ils se battent sont financées par une partie des alliés de la France et par la France elle-même. Et je rappelle que dans les milieux du renseignement, il y a eu des défections quand on a obligé des officiers français républicains à procéder à la formation de tels voyous et bandits et assassins fascistes. Donc, Juncker vous a dit qu'il ne peut pas y avoir de choix démocratique contre les traités européens. Schäuble vous a dit que la France serait contente que quelqu'un force le Parlement à adopter des réformes. Mais c'est difficile, c'est la démocratie. Ben oui. Ben oui. Et cette carpette de Bruno Le Roux, président du groupe PS à l'Assemblée nationale, que Poutine, dans un moment d'égarement, a considéré comme dangereux, mais dangereux pour lui-même et pour le PS, cet homme. Il dit « Oui, je pense qu'il faut rendre hommage à la chancelière. » Mais, sans François Hollande, elle n'aurait pas pu faire prévaloir le fond de son idée. D'après M. Le Roux, le rôle de la France a été de permettre à l'Allemagne de trouver l'accord qui était nécessaire à l'Europe. Voilà. C'est ça que vous avez comme président du groupe majoritaire à l'Assemblée nationale. Un homme qui espère que l'Allemagne ouvre le chemin de ce qui est bon pour toute l'Europe. Les Allemands, le gouvernement allemand, CDU-CSU, la droite, dont M. Montebourg a dit qu'elle était au pouvoir en France, elle, ça fait un moment qu'elle a annoncé la couleur. Personne ne peut dire « j'étais pas au courant ». Elle a dit qu'il fallait qu'il y ait un droit d'ingérence et un droit de veto de la Commission européenne sur les budgets nationaux. Un droit de veto. Elle parle à des Français. Le droit de veto, nous, on l'a aboli quand Capet voulait le maintenir.
Et chez nous, c'est même comme ça que ça a commencé. Vous vous en souvenez, je le redis pour ceux qui arrivent seulement maintenant, dans nos meetings. Parce que vous le savez, hein, la droite et la gauche, vous le savez. Le roi se lève, il enlève son chapeau. Tout le monde enlève son chapeau. Il remet son chapeau, et la surprise, tout le monde remet le chapeau. Et il dit, bon, très bien, pour le droit de veto, à droite du roi, comme les élus du Seigneur dans la Bible. Contre le droit de veto, à gauche, avec le diable. Le diable, ce jour-là, était majoritaire. Et le droit de veto a été repoussé. Et on nous propose maintenant, 2 siècles et demi après, de le rétablir. Jamais. Voilà pourquoi nous voulons être indépendants. Car nous voulons bien dire oui à un certain nombre de choses, mais nous sommes certains de dire non à un paquet d'autres. Non, et quand c'est non, c'est non. Voilà ce dont il faudrait que chacun se rappelle. Bon. Je ne sais pas où j'ai mis mon papier. Je voudrais retrouver ma citation d'Oscar, parce que c'est lui qui fait la transition. Comment je fais pour perdre toujours mes papiers? Mathias, trouve-moi ça. On a dit beaucoup de choses sur les propos que j'ai tenus à propos du gouvernement allemand. Merci Philippe. Merci. Beaucoup de choses injustes. Et vous savez quoi? Je m'en fous. Ils peuvent glapir, bondir, sauter, se tirer la barbe les uns les autres et les cheveux de désespoir quand ils me voient. Ça m'est égal. La sanction, elle est venue des gens eux-mêmes. N'importe qui d'autre que moi, on crierait au best-seller. Mon livre, Le hareng de Bismarck, il s'est vendu à 34 000 exemplaires. Ceux qui m'ont lu savent quelle est la pensée de mes camarades et de vous tous. Nous n'avons jamais été, ni de près ni de loin, ennemis de tel ou tel peuple. Oui, nous sommes adversaires de l'oligarchie. Nous savons le rôle que joue l'oligarchie allemande. Et comme j'ai été surpris de voir des gens oser me reprocher de souffler sur de mauvaises braises. Vous savez, les précieuses et les précieux, les merveilleux, les gourgandins, les faquins, la bouche pincée, qui regardent le menu des pauvres avec compassion, mais avec tout de même une certaine distance. C'est pas bio. Ceux-là nous ont regardés d'eux-mêmes. Quelle mauvaise braise. Pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez dire que c'est parce que le peuple français était germanophobe qu'il y a eu 2 guerres? Nous, non. On pense qu'il y en a eu une parce que les capitalistes du charbon et de l'acier français et allemands s'affrontaient. Pas les pauvres gens qui sont morts pour plus de 3 millions d'entre eux. Nous pensons que s'il y a eu une 2e guerre mondiale, c'est parce que les nazis ont envahi notre pays, pas parce que les pauvres gens voulaient se battre entre eux. Ainsi, ceux qui prétendent que l'on souffle sur de mauvaises braises recommencent le traditionnel procès à propos de la barbarie supposée du peuple. C'est le peuple qui a libéré l'Europe des nazis. C'est le peuple, par ses souffrances sans fin, qui a mis terme aux guerres. Il ne faut jamais l'oublier. Et quand je dénonce un gouvernement comme celui de Mme Merkel et de ses satellites dans tout le reste de l'Europe, domestiqués, annexés par le gouvernement allemand, au prix de tarifs horaires absolument bas, plus bas parfois même que ceux des Chinois, puisqu'un travailleur ukrainien aujourd'hui coûte 30% moins cher qu'un travailleur chinois. Eh bien, je ne fais qu'une chose, commencer à protester contre les conflits sociaux et la guerre qu'ils préparent de cette manière-là. Car la violence sociale et la rapacité combinée de tous ceux qui se battent sur les mêmes objectifs d'abaissement des coûts des salaires ne peuvent à la fin que montrer du doigt le voisin comme étant l'ennemi, celui qui est à côté de vous, qui n'a pas la bonne couleur de peau des dominants ou qui n'a pas la bonne religion comme l'ennemi. C'est eux qui soufflent sur des mauvaises braises. C'est eux qui sont en train de faire mûrir dans le ventre de l'Europe une nouvelle fois un épisode tragique de l'histoire, si nous n'y mettons un terme. Alors voilà pourquoi nous avons cette fois-ci tourné la lumière du côté de quelque chose qui est dans le discours du PG depuis fort longtemps, mais dont j'admets
que nous n'avons pas eu à l'époque le talent pour le faire comprendre. En attendant, pour ne pas donner le sentiment que ce serait une trouvaille partidaire du secrétariat politique du parti de gauche, d'Éric Coquerel et de Daniel Simonet, ses deux coordinateurs, je vous lis quelques lignes d'Oscar Lafontaine, l'homme avec lequel nous avons fondé le parti de gauche. Oscar Lafontaine, ancien ministre social-démocrate des Finances du gouvernement de Schröder, qui a eu l'honneur d'en démissionner pour ne pas participer à la liquidation des acquis sociaux des travailleurs. Oscar Lafontaine, fondateur de Die Linke. Oscar Lafontaine, celui qui nous a accompagnés dans nos premiers pas. Il dit ceci: il faut maintenant que la gauche européenne développe un plan B pour le cas où un parti membre viendrait être dans une situation comparable à celle de la Grèce. Il faut transformer le mécanisme européen afin de retirer à la Banque centrale, qui n'a aucune légitimité démocratique, le pouvoir de mettre la démocratie hors service sur une simple pression de bouton. L'introduction progressive d'un serpent monétaire européen renouvelé ouvre la voie à cela. Même la gauche allemande, dit-il, devrait découvrir le piège du mantra merkelien. Si l'euro meurt, l'Europe est morte. Cet euro est devenu l'instrument de la domination de l'économie allemande et du gouvernement allemand en Europe. C'est un Allemand qui le dit, notre frère Oscar Lafontaine, leader du parti qui porte le même nom que le nôtre. Et pour que la pensée soit bien claire, pour que vous partiez avec de bons bagages, je vais vous lire maintenant Jürgen Habermas, qui est, je pense, respecté par beaucoup de ceux qui connaissent la philosophie allemande contemporaine et son rôle particulier dans le débat des idées sur la scène européenne. C'est un Allemand, bien sûr, lui aussi. Jürgen, il s'appelle, Habermas. Il dit dans le Guardian du 16 juillet « L'accord sur la dette grecque annoncé lundi matin est préjudiciable tant dans son résultat que par la manière dont il a été atteint. La relégation de facto d'un membre au statut d'un protectorat contredit ouvertement les principes démocratiques de l'Union européenne. Le ministre des Finances, Schäuble, a menacé d'expulser la Grèce de l'euro et il s'est assumé sans vergogne comme le maître de discipline de l'Europe. Le gouvernement allemand, dit cet Allemand, a ainsi revendiqué pour la première fois une Europe sous hégémonie allemande. Vous voyez donc que faire la critique de la locomotive du néolibéralisme et de l'ordolibéralisme en Europe qui se trouve à Berlin, ce n'est faire rien d'autre que d'éclairer le chemin que nous devrons emprunter, d'éclairer les responsables, d'éclairer où se trouve la locomotive de tête pour pouvoir savoir de quel côté tourner nos efforts. Nos efforts, c'est de faire savoir que dans la négociation, notre faiblesse est une force. La France est forte. La France fait 18% de l'économie européenne. La France a un niveau de culture et d'éducation qu'elle n'a jamais eu précédemment dans son histoire. La France est riche, très riche, même si les Français ne sont pas riches individuellement. Il y a 1 500 milliards d'euros en assurance vie placés dans ce pays. Il y a, c'est-à-dire pratiquement une année de production, il y a 450 milliards d'euros dans les livrets A, c'est-à-dire l'équivalent d'une année de budget de l'État. Il y a 32 000 milliards de patrimoine accumulé dans ce pays. Il y a un peuple immense qui sera bientôt le premier en nombre de toute l'Europe. Par conséquent, nous ne sommes pas faibles. Nous sommes les héritiers de cet homme étrange en uniforme qui regarde dans le ciel, dit « Puisque l'espace s'ouvre à l'humanité, la France doit être présente ». Eh bien, nous, plus modestement, nous disons que la France a les moyens d'ouvrir le chemin dont nous pensions qu'hier la Grèce l'ouvrirait. Nous n'avions pas de mal à dire la Grèce. Pourquoi aurions-nous du mal à dire la France? Elle est notre patrie. J'en ai donné la définition révolutionnaire il y a un instant. Oui, la France peut être celle qui va ouvrir un autre chemin. Et en tout cas, si demain ces destins nous sont confiés par le suffrage universel, c'est ce qu'elle fera. Et comme vous le savez, les caractères pour le faire ne manquent pas dans nos rangs. Il y a d'abord le plan A, c'est le plan de la raison. Je ne cesse de l'expliquer d'un plateau à l'autre. Et le journaliste supporte tranquillement que j'ai fini. Il ne supporte pas toujours d'ailleurs.
Et il finit par me dire, oui, mais que ferez-vous si les Allemands ne veulent pas? Autrement dit, si les Allemands ne veulent pas, motus et bouche cousue, je ne dois voir qu'une seule tête. Il faut collaborer à la bonne politique, qui est bonne pour tout le monde. Non. J'ai déjà répondu, il y a 1 an. J'ai dit, si on ne peut pas les convaincre, il faut les contraindre. J'ai vu un instant de grande solitude apparaître dans les yeux de qui m'interrogeait, et on est passé à autre chose. Mais j'ai déjà dit, dans un rapport de force, si vous ne pouvez pas convaincre, il faut contraindre. Vous connaissez une autre manière? C'est un rêve puéril de s'imaginer qu'il n'y a pas de rapport de force dans la vie est faite que de ça. Que de ça. Mais justement, on les gère. Il y a aussi des rapports d'amour, mais il y a des rapports de force. Les rapports d'amour, ça va, on a une idée sur comment les gérer, c'est pas que ce soit une réussite tout le temps, mais enfin bon. Et les rapports de force aussi, il y a des manières de les gérer, ça s'appelle la diplomatie, comme ça dégénère, ça s'appelle la guerre. Mais bon, avant on discute, hein, et on essaye de s'accorder de manière raisonnable. C'est ça, la politique, ça sert à ça, à arbitrer tranquillement, en discutant, des fois avec des cris et des polémiques, ce qui autrefois se réglait à coups de bâton. Il est donc lucide et responsable de dire qu'il y a des rapports de force. Ça n'a pas de sens de faire le Hollande. Ça n'a pas de sens. S'imaginer que Mme Merkel ne va pas se rendre compte qu'il a la trouille. Mais elle se dit, mais c'est quoi ces Français? Ils font toutes sortes de déclarations pendant leur campagne, quand ils arrivent ici, ils ne me disent plus rien. Bonjour madame, merci madame. Bon. Elle a un comportement rationnel, donc il faut rétablir ces rapports de force. Plan A, on discute. Nous ne pouvons pas accepter que continue l'Europe des traités actuels. Nous voulons sortir des traités. Nous proposons et nous mettons sur la table cette discussion, non pas par idéologie, mais partant du constat du réel. Ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas faire une Europe des peuples de cette façon-là. Pour l'instant, tout ce que vous avez obtenu, c'est du chômage partout et des violences partout, et des migrations massives que plus personne n'arrive à contrôler. Vous voyez donc bien que votre méthode ne marche pas. Nous en proposons une autre et nous la mettons en débat. On ne peut pas continuer comme ça. Jusqu'à quel point? Jusqu'à la guerre? Jusqu'à quoi? Ça, c'est le plan A. Ils ne veulent pas. Ben, très bien, plan B. Restez entre vous. Nous n'avons rien à faire dans un euro qui est un lacet pour nous étrangler. Et nous n'avons pas peur de vous le dire. Nous n'avons rien à faire de vos traités budgétaires, parce que notre force, c'est les 2000 milliards qu'on doit et qu'on ne pourrait pas payer. Et comme c'est 70% d'étrangers qui possèdent ces 2000 milliards, ça ne nous coûterait rien. Ou presque. Bon, des gens fâchés par-ci par-là. Mais bon, les Argentins l'ont fait. L'Argentine peut, mais pas nous. Bon. Je suis dur, mais oui, il faut être dur. Bien sûr, j'ai résumé, la question de l'euro est un aspect, je vous en prie, mes camarades, mes amis qui m'écoutaient ici, ne réduisons pas la discussion à ça. Bien sûr que c'est important. Bien sûr qu'à la fin, ça se concentre là-dessus. Mais enfin, vous ne pouvez pas avoir d'euro et être quand même dans l'Union européenne et vous taper les traités budgétaires. Hein. Bon, eh bien, c'est ce qui s'applique à tout le monde. Le Royaume-Uni, il n'y a pas d'euro. Et puis, ce n'est pas le paradis socialiste là-bas. Bon, eh bien oui. Donc, ce n'est pas l'euro la seule question. La question, c'est tout le système des traités européens. Tout le système. C'est la Banque centrale européenne. Alors, j'ai vu des gens qui disent « Vous manquez de clarté ». Ah, mais ça suffit à la fin. Ils disent « Madame Le Pen est plus claire que vous ». Vous savez, Madame Le Pen, c'est la virgule d'une discussion. Ah, aujourd'hui, il pleut. Ça a profité à Madame Le Pen. Oh, qu'est-ce qui fait chaud. Ça va sûrement profiter à Madame Le Pen. L'escalier est pentu. Qu'est-ce qu'elle va prendre encore, Madame Le Pen? Alors elle sait lire, reconnaissons-lui ce talent. Monsieur Philippot écrit, mais il n'a pas beaucoup d'imagination, donc il pompe. Et la voilà qui vient paître nos pâturages et n'y laisse que ses bouses. Comment pas clair? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pas clair. J'ai voté en étant sénateur contre le passage à l'euro. J'ai voté, étant sénateur, contre le statut de la Banque centrale européenne. J'ai pas attendu que 4 ou 5 B jaunes viennent me demander ce que je pense de la question pour le dire.
J'ai même été blâmé. Bon sang de bonsoir, l'encre de Hollande vaut pas plus que le reste, on n'arrive plus à lire sa signature. Mais c'est lui qui m'a blâmé à l'époque. Il m'a dit, j'espère que ça ne fera pas d'histoire. Si, ça en fait, tu vois, ça dure depuis 20 ans. Si, ça en fait. Depuis 2005, ça en fait. Et ça en fera. Il dit, on va réconcilier le oui et le non. Mais je suis fâché avec personne, moi. J'ai pas besoin qu'on me réconcilie, je suis pas d'accord. C'est pas pareil comme vous. Vous n'êtes fâché avec personne. Enfin, si, on va pas dire qui. Parce qu'après, on dit, ah, vous abusez. Bon, on abuse, on n'est pas agressif. Et Mathias, retrouve-moi le truc, là, des socialistes qui disent des horreurs sur leur chef. Comme ça va faire plus vite, on perd pas de temps. Ah bon, voilà. Mes camarades, la conférence internationaliste du plan B est destinée, merci Mathias, est destinée à nous donner les moyens de réagir ensemble. Disons les choses comme elles sont. Nous avons pris un coup terrible sur la tête avec la signature de Tsipras. Il ne faut pas raconter d'histoire. On avait tellement d'espoir. Les choses étaient tellement bien faites. 5 mois de négociations, un référendum populaire, exactement ce que nous, on aurait fait. Et tout d'un coup, toc, il signe. Bien sûr, on ne va pas avoir la stupidité de l'injurier, de le traiter de traite, ou de je ne sais pas ça, etc. quoi. Ça ne nous aide pas à réfléchir. On doit tirer la leçon de ce qui s'est passé pour essayer d'ouvrir un chemin, pour ne pas refaire la même erreur. La lutte ne s'arrête jamais. Elle continue, elle continue, elle continue. Tu tombes à terre, tu te relèves. Tu retombes, tu te relèves encore. Et chaque génération d'animateurs et de dirigeants de notre mouvement a pour devoir non pas de pleurnicher, ni de faire l'album des bons et des méchants, mais sans cesse de se relever et de remontrer un chemin en payant de sa personne, de toute son énergie, de tout son courage. C'est la résistance qui crée la résistance. Ne croyez pas que je sois en train de le dire pour moi. Je le dis pour chacun d'entre vous, parce que je sais que c'est ce que vous avez fait. Le cœur gros, vous avez relevé la tête. Le 5 juillet, vous étiez dans la rue pour fêter la victoire du référendum. Le 13, il signait. Le désordre s'est installé dans toutes les consciences. Et en plus, il aurait fallu dire merci à Hollande, le comble. Oui, ça s'est passé tout ça. Il nous faut ce plan B qui nous permet de nous retrouver entre nous et de nous organiser. Même si nous ne sommes pas d'accord, du moins le débat aura-t-il lieu. Et pourrons-nous le situer dans une perspective internationaliste? Oui, c'est un grand bonheur, je vous le dis. Qu'Oscar Lafontaine ait accepté de venir sur notre stand à la fête de l'humanité pour discuter de ce plan B. Et je l'ai appris hier soir, c'est un très grand plaisir aussi que Yanis Varoufakis ait également accepté cette invitation. Et il sera là. La fête de l'humanité est le rendez-vous de toute la gauche, parce que le journal L'Humanité est le journal qui a la capacité de nous donner à tous la parole lorsque nous la demandons. Eh bien, faisons honneur à vous autres, qui êtes ici de la patrie de Jaurès. Soyez nombreux à cette fête de l'humanité. Et vous verrez un débat comme il y en a peu dans la vie des militants. Non, la nuit n'a pas gagné. Non. Ceux qui veulent réduire les peuples n'ont pas gagné. Nous avons vu le jeune visage de notre camarade slovène, et dans cette salle combien d'autres. Jamais cette lutte ne s'interrompra, jamais. Ils le savent tellement bien que parfois ils nous tuent tous pour essayer d'en finir, mais même dans ce cas-là, la lutte ne finit pas. La leçon à tirer de tout ça, c'est qu'en toutes circonstances, il faut se rassembler. C'est ce qui a été dit, dans les petites comme dans les grandes choses. Là, nous sommes à la veille des régionales. Plein de choses intelligentes ont été dites, je n'ai rien à y ajouter. Sinon, de faire une recommandation. Moi, je ne suis pas investi dans la préparation des régionales. C'est le rôle de la direction de mon parti. Ce n'est pas mon travail. Mais je peux donner quelques conseils fondés sur l'expérience. Ne vous dites pas, nous allons nous disputer des têtes de liste et il faudra qu'à la fin, la pluralité soit représentée. Sortir les petits plateaux de petites balances pour peser et sous-peser le poids relatif de nos groupuscules. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est pas que vous soyez contents. Le sujet, c'est que la masse des Français puisse se reconnaître dans ce qu'on fait. Et pour que la masse des Français puisse se reconnaître dans ce qu'on fait, il faut libérer leur vote. Si vous venez en leur disant
venez voter pour la tête de liste, Europe Écologie Les Verts, l'autre il dit, moi je suis pas vert, j'y vais pas. Ou bien PG, pareil, ou bien communiste, je suis pas communiste, et ainsi de suite. On n'y arrivera pas comme ça. Les partis, nos partis, qui sont des partis pleins d'intérêt, pleins de courage, pleins de mémoire, pleins d'expérience, doivent être des déclencheurs de vote, pas des capteurs. Par conséquent, vous avez besoin d'un label commun, pas pour faire taire les susceptibilités des uns ou des autres, ce n'est pas le sujet. Vous avez besoin d'un label commun que vous irez déposer à la préfecture pour ne pas vous faire arnaquer par le PS qui ramasse les voix de tout ce qui n'est pas lui. Comme la dernière fois, dans les comptes officiels, la nuit des résultats, les Verts étaient à 1%, le Parti Socialiste était à 29%. Il s'était aggloméré la moitié de nos candidats, parce qu'ils les avaient rebaptisés divers gauche. Si vous ne voulez pas que les socialistes vous foulent aux pieds, si vous voulez que le peuple voit qu'il y a une espérance, un fanal, une lumière qui est allumée, vers laquelle on peut se tourner, même pour l'engueuler, mais aussi pour participer, les gens ont envie de participer à quelque chose de positif, pas à d'obscures querelles de boutique. Ils ont envie de participer à une grande bataille, une belle bataille, une bataille victorieuse, une bataille qui leur donne le souffle qu'ils ont et les étincelles qu'ils ont dans les yeux quand on leur dit Podemos, Syriza, bravo, oui, très bien, tout le monde est d'accord. Eh bien, c'est ça qu'on doit créer. Le label commun, ça sera peut-être comme à Grenoble. Comme ça, toutes les susceptibilités auront été choyées. Rassemblement citoyen. Et là où les camarades s'appelleraient différemment localement, eh bien qu'ils s'appellent différemment localement, mais du moment qu'ils se sont déposés pour être comptabilisés tous ensemble sur le même label. C'est ça que veut dire un label commun. C'est libérer les votes. N'obligez pas les gens à porter votre casquette pour entrer dans votre cortège. Des rencontres vont avoir lieu. Camarades, amis, il n'y a pas de bon banquet sans bonne cuisine. Tenez-vous-le pour dit. Je remercie d'avance tous les camarades qui auront à subir les heures de discussion qu'il faudra avoir. Aujourd'hui, la ligne stratégique que le parti de gauche et votre serviteur avaient tracée il y a tantôt 5 ans, méthodiquement, avec patience, avec obstination, en tombant en route plusieurs fois, s'applique. Un à un, tous les éléments les plus unitaires de l'ancien NPA ont rejoint la coalition Front de Gauche. Une à une, toutes les petites organisations qui se tenaient aux alentours du Front de Gauche l'ont rallié. À présent, le Front de Gauche doit être la fondation sur laquelle construire la suite. Nous ne pouvons pas demander à Lim Van Hock et aux camarades des socialistes indignés qui s'appellent maintenant la nouvelle gauche socialiste. Nous ne pouvons pas leur dire, écoutez, nous étions là avant, dans la longue marche, et c'est la raison pour laquelle vous devez premièrement porter notre barda et deuxièmement mettre notre uniforme. Non, nous ne le pouvons pas. Nous ne devons pas les traiter comme le PS traite ses alliés. Nous devons être respectueux des autres. Eh bien, alors on me dit, oui, mais monsieur Lim n'est plus député. Ah, voilà, nous devrions attendre les précieux, les importants, les bien nourris. Mais il faut qu'ils mangent, ceux-là. Ils ne viendront pas. N'attendez pas, ne comptez pas sur eux. Il faut leur parler avec amitié sans cesse, malgré leur rebuffade. Oh, je me permettrai juste de lever le doigt pour dire, si vous pouviez arrêter, ne serait-ce que 24 heures, le sectarisme à mon égard. Si vous pouviez voir, dans l'homme peut-être brouillon que je suis, peut-être excessif à vos yeux, le travailleur qui, comme tant dans cette salle, a œuvré sans relâche pour tenir le drapeau et la lumière, de sorte que la gauche ne finisse pas en macronade. Eh bien, s'il y a une gauche debout dans ce pays, s'il y a un fanal de combat, c'est à nous qu'on le doit. Le front de gauche, mais qui doit maintenant impérativement s'élargir, se donner une autre vocation. D'abord, il y a nos amis de la nouvelle gauche socialiste. Et il y a la discussion qui a avancé avec les Verts. Vous souvenez-vous de cette année où j'avais commis l'erreur d'interpeller les Verts à travers Daniel Cohn-Bendit? J'avais fait une erreur terrible et j'en avais rien compris. Il m'avait dit, mais tu es fou, il est de droite.
Pourquoi tu lui demandes de s'allier avec nous? Ah, j'aurais dû attendre une autre émission et pas l'avoir lu en face. Bon, j'ai fait une erreur. Et maintenant, je crois que tout le monde a compris. On avance. Mais je dis au vert, puisque Vincent s'est déplacé, et que Vincent Placé s'est déplacé, et que De Rugy a choisi. Moi, je ne me moque pas d'eux, je vais vous dire. Je ne fais pas comme ce que j'ai lu partout. Non, je ne me moque pas d'eux. Ils sont loyaux. Ils sont recta. Ils ont une idée, elle n'est pas compatible, ils s'en vont. Eh bien, moi, j'aimerais bien que ça soit la même chose au Parti socialiste. J'aimerais bien que la droite s'en aille du Parti socialiste. J'aimerais bien que le Parti socialiste se libère de sa droite. Bon. Dans les régions, les discussions avancent. Je reconnais que j'ai dû un peu élever la voix dans une répartition des rôles organisée par Éric Coquerel et Daniel Simonet. J'ai dit que nous n'accepterons jamais d'être annexés. Le propos veut dire ce qu'il veut dire, et vous en avez compris la traduction. Nous sommes prêts, avec une totale ouverture d'esprit. Nous sommes prêts, souvent, à laisser le pas à d'autres, comme nous l'avons déjà fait, pour peu que l'union se fasse. Mais nous ne voulons pas être repeints. Et comme nous, des millions d'électeurs dans ce pays. Par conséquent, ce n'est pas nous qui avons des problèmes d'ego pour les têtes de liste. Je voudrais vous rappeler que dans une interview récente au journal du dimanche, on m'avait dit « Emma Coste peut-elle être la tête de liste ?» J'avais dit « Pourquoi pas, du moment que d'autres en trouvent ?» Ailleurs, je vais vous dire, c'est quand même notre ami Éric Coquerel, que nous avons désigné, nous, comme candidat à être la tête de liste en région Île-de-France, qui s'est exprimé le premier pour dire la chose qui compte. Je ne ferai pas, dit-il, de ma candidature un blocage. Et si ça doit être une autre, tant mieux. Et si, compte tenu des débats qui ont eu lieu, si on ne veut pas que les gens se ridiculisent dans des virements qui ne seraient compris par personne, mais on peut aussi changer les noms. Les Verts, les communistes peuvent changer les propositions de candidature. Et on s'accorde, on s'arrange, j'ai vu 1000 fois ça. C'est pas ça la difficulté. La difficulté, c'est ce que l'on veut. Mais c'est ça qui m'amène maintenant à dire que, avec la plus grande clarté, je ne suis pas d'accord pour que l'avancée de l'union de l'opposition de gauche se fasse en abandonnant en chemin certains de ces ouvriers les plus actifs que sont les communistes. Je n'accepte pas que l'on ostracise les communistes. Et je ne suis pas communiste. Mais ce n'est pas possible. Ah bon, évidemment, ici, il y a des grands blessés plein la salle. Mais ce n'est pas une raison. L'histoire doit avancer et on doit rassembler. Bien sûr, les communistes doivent aussi faire des efforts, comme nous. Mais je ne suis pas d'accord pour que, sous prétexte d'une opposition terrible sur la question du nucléaire, on ne puisse pas se parler. Parce que ce n'est pas juste, ce n'est pas vrai. D'abord, la question de la transition énergétique avance de manière considérable dans les rangs communistes. Marie-Pierre Vieux, qui est ici, s'est exprimée, bien sûr, elle a exprimé sa position personnelle en faveur de cette transition. Olivier d'Artigol, qui est le numéro 2 du parti, s'est exprimé dans le même sens. Plein de communistes parlent comme ça. Et ensuite, les communistes ont signé, dans le cadre du programme L'Humain d'abord, le fait que sur le nucléaire, comme cette question traverse toutes les familles politiques, nous étions pour organiser un référendum où chacun donnera son point de vue et le peuple tranchera. Donc ce n'est pas vrai et ce n'est pas acceptable de faire la caricature qui est faite comme si les communistes étaient murés dans leur position. Ce n'est pas à moi de parler pour eux, mais je le fais parce que je trouve insupportable chaque fois que l'on fait une caricature du point de vue des autres. Bien sûr que je n'ai pas la même opinion que les militants communistes, les dirigeants communistes sur la question du nucléaire, comme beaucoup d'entre vous, puisque nous, c'est clair, nous sommes pour sortir. Et si demain il y avait un référendum, nous ferions campagne pour la sortie du nucléaire. Ceci est parfaitement clair. Mais n'inventons pas aux autres, parce que quand même c'est un peu fort. Voici que messieurs De Rugy et Placé ne veulent pas parler avec les communistes et avec le parti de gauche, en tout cas avec les communistes, parce qu'ils ne sont pas pour la sortie du nucléaire. Ah bon? Parce que les socialistes, eux, ils sont pour la sortie du nucléaire? Bien sûr que non. C'est eux qui l'organisent. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai eu l'honneur d'être le candidat commun des communistes, des trotskistes, des PG et de groupes socialistes de toutes sortes.
L'unité est notre bien précieux. Dans cette union, nous ne faisons pas que nous agréger. Nous nous transformons. Avez-vous entendu, camarades, amis, les vocabulaires, les mots employés? Avez-vous vu, perçu ces rapprochements petit à petit des mots, de la syntaxe, de la grammaire, des concepts que nous avons en commun? Voilà le résultat positif de 5 ans de bataille acharnée pour maintenir le front de gauche et pour essayer de l'élargir. C'est une très bonne nouvelle que les discussions qui ont lieu, que l'on se dirige peut-être vers 5 ou 6 régions où les militants écologistes viendraient faire des listes communes avec nous est une très grande nouvelle s'il y a un label commun, parce que le peuple s'apercevra qu'il se passe quelque chose de ce côté-là. Et cette espérance que l'on fera lever, vous verrez tout ce qu'elle donnera. Combien de fruits? Bon, alors j'ai dit qu'il fallait un couplet contre le PS, mais moi j'ai pas le temps. Hein. Je sens bon. C'est le vaisseau fantôme qui traverse la mer des Sargasses, de toutes les frustrations. Alors allez, bon, je vous en fais 2 ou 3? Non, 2 seulement, parce que franchement, parler du PS, ça n'a aucun intérêt. Ici, c'est tranquille, on siffle pas, on accueille tout le monde. Bon, c'est d'autant plus tranquille que le Premier ministre n'est pas là, donc il gifle personne. Bon, alors, allez. Christian Paul, député PS, un modéré, pas un excessif comme moi, hein. Je croyais que Nicolas Sarkozy était de retour, mais je n'avais pas compris qu'il était de retour au gouvernement. Nous non plus. Yann Galu, député PS. La bataille de la réduction du temps de travail, c'est une bataille historique. Emmanuel Macron a en quelques pas insulté, prenez des notes, Jean Jaurès, Léon Blum, François Mitterrand, Lionel Jospin et Martine Aubry. Manque Astérix, c'était le compte est bon. Mes amis, je vais finir comme j'ai commencé. Nous sommes le parti du progrès. Mais nous, à la différence de ceux qui ne voient que le progrès technique et qui pensent que par lui-même il serait source de bienfaisance, nous avons épousé une partie seulement, de la critique de Jacques Ellul. Nous avons un rapport critique aux objets scientifiques et techniques. Nous avons un rapport critique à la technique elle-même. C'est que nous croyons qu'il n'y a de progrès de possible que basé sur le progrès humain. Et il n'y a de progrès accompli que par le constat d'un progrès humain. Autrement dit, les sciences et les techniques se présentent comme le médium entre l'aspiration à s'émanciper et à être meilleur et le constat qui fait qu'on l'est réellement. Ils ne sont pas une fin en soi. Les arts et la culture sont premiers pour transformer les êtres humains. Ce n'est pas nier la force des relations sociales qui structurent leurs relations entre eux, les dominations, les exploitations, les oppressions qui sont contenues dans ces relations sociales. C'est dire que les êtres humains ne peuvent être en rapport critique avec ces relations sociales qui les oppriment que s'ils en ont la culture. On n'est indigné que si l'on sait ce qu'est la dignité. On ne peut refuser que si l'on apprend à dire non. Et ainsi de suite. Par conséquent, la culture est première et le progrès humain se mesure d'abord en termes d'éducation, d'art, de culture et par-dessus tout, en maintenant sans cesse allumée en soi la petite braise qui vous permet de faire face au futur. Comme on a commencé par la Grèce, comme on a dit la douleur que c'est pour nous, je voudrais que vous sachiez que la lutte continue. Immédiatement, sans un mot d'hostilité pour Alexis, nous avons fait le choix d'entrer en partenariat avec le Parti de l'Unité populaire. Comme on est heureux d'apprendre que notre camarade Zoé, la présidente de l'Assemblée nationale grecque, du gouvernement et de la majorité Syriza, vient de rejoindre l'Unité populaire. Non! La volonté de résistance et de combat des Grecs n'est pas abattue. La lutte continue aussi en Grèce, même si elle est devenue épouvantablement plus difficile qu'auparavant. Pour nous aussi, parce que, comme me l'a dit le jeune camarade slovène, dès que Tsipras a signé, tous les autres lui sont tombés dessus en disant « Ah, vous êtes comme les autres, vous tenez des grands discours, mais à la fin, vous capitulez vous aussi, vous cédez. » Ça a été pour nous un revers terrible. L'internationalisme auquel nous aspirons, c'est que quand on a l'honneur d'avoir ouvert la brèche,
avant de la refermer, on s'assure que tous les camarades sont au sec. Eh bien, la lutte continue aussi en Grèce par Unité populaire et d'autres camarades. Je ne veux pas jeter la pierre par avance à Syriza et à Alexis. Mais j'ai choisi de vous lire pour terminer mon discours. Pensant à Zoé Constantopoulos, qui peut-être sera aussi des nôtres à la fête de l'UMA, comme elle avait été au rassemblement du Parti de la gauche européenne qui avait été fait place de la République. Lorsqu'elle déclare « Chacun et chacune a le droit et le devoir de résister », c'est elle qu'elle cite un article de la Constitution de 1793, rédigé par Robespierre. Mes amis, je vous lis les paroles du camarade membre du comité central de Syriza, Andreas Karitzis, économiste du parti, et ce sera ma conclusion. Ce seront les mots avec lesquels vous repartirez pour piocher en vous-même l'énergie des combats qui commencent. Si nous changeons de façon de penser, dit-il, en plaçant au centre de la politique les capacités présentes des êtres humains, nous prendrons conscience que nous sommes beaucoup plus forts que ce que nous pensons. Si nous croyons que la démocratie est un instrument de libération des capacités humaines, alors les barrières que les élites nous opposent ne nous paraîtront plus jamais insurmontables. Si nous croyons dans l'énergie que les êtres humains ont en eux, alors nous gagnerons la confiance que requièrent les circonstances. Apprenons donc de nos erreurs et de l'expérience de Syriza et évoluons de façon à devenir efficaces et utiles dans la réalité. L'époque où nous vivons n'est pas à la démobilisation. L'époque où nous vivons exige l'audace. Et quant à moi, Jean-Luc Mélenchon, je fais mienne cette définition de Saint-Just à propos de la grande révolution de 1789. Osons, ce mot renferme toute la politique de notre révolution citoyenne. Merci.